Donc moi, en gros, je m'intéresse à savoir si c'est possible d'utiliser la thérapie de la reconsolidation, qui est un traitement qui a été développé pour le stress post-traumatique, pour traiter la douleur chronique. Donc dans l'étude que je vous présente, je me suis intéressée particulièrement à la fibromyalgie, qui est une forme de douleur chronique qui touche à peu près 4% de la population, principalement les femmes, et surtout les femmes un petit peu plus âgées. Donc les femmes de 50 à 70 ans, c'est là qu'on a la prévalence la plus élevée. En fibromyalgie, la douleur, c'est une douleur qu'on appelle nociplastique, donc une douleur qui est associée à une plasticité cérébrale nocive. Ce que ça veut dire, c'est que dans le cerveau de ces gens-là, la région qui contrôle le système d'alarme de la douleur devient hypersensible, hyperactive. Elle va déclencher des signaux de douleur qui sont disproportionnés. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le cerveau des gens qui ont un stress post-traumatique. Donc quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident d'auto, et là, quand il voit une auto, il y a une grosse réaction de peur. Donc, en stress post-traumatique, c'est le système d'alarme de la peur qui est dysfonctionnel, hyperactif, hypersensible, qui se déclenche de façon disproportionnée. Mais dans les deux cas, qu'on parle du système d'alarme de la peur ou de la douleur, c'est géré en grande partie par la même région du cerveau. Et la thérapie de la reconsolidation, c'est un traitement qui a été développé pour traiter ça, pour aller renverser les changements plastiques nocifs qu'on voit dans cette région-là du cerveau, pour aller normaliser son activité. Le mécanisme d'action est assez complexe. J'aimerais ça avoir 1 heure pour vous présenter ça en détail, mais on va essayer de faire ça en 30 secondes. Donc, en gros, quand on active une connexion entre 2 neurones, elle devient temporairement malléable, comme vulnérable. D'habitude, dans les heures qui suivent, elle va se reconsolider. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut venir bloquer. Puis si on empêche la connexion de se reconsolider, ça fait comme une remise à zéro. Le médicament qu'on utilise pour faire ça, ça s'appelle du propranolol. Donc, un médicament qui est très bien connu dans la catégorie des bêta-bloquants, qui est sur le marché depuis au-dessus de 50 ans, généralement utilisé pour contrôler des conditions cardiovasculaires comme la haute tension artérielle, mais qui s'adonne aussi à pouvoir bloquer la reconsolidation, spécifiquement dans la région du cerveau qui gère les signaux d'alarme. Donc, la thérapie de la reconsolidation, ça a été développé pour le stress post-traumatique, c'est maintenant utilisé en clinique, donc c'est un traitement qui est validé. Par contre, ça n'a jamais été testé en douleur chronique. Donc, dans mon étude, je me suis intéressée à ça. Donc, une étude de faisabilité, l'objectif principal, c'était d'évaluer la faisabilité de cette intervention-là chez la population fibromyalgique. Et l'objectif secondaire, c'était d'obtenir des données préliminaires de l'effet de l'intervention sur les symptômes. Donc, un défi de faisabilité parce qu'il faut quand même ajuster le protocole. On utilise un médicament hors indication. On ne peut pas se lancer tout de suite dans un ECR de 200 personnes. Mais on avait quand même un devis randomisé, contrôlé par placebo, à double insu. Population, donc 24 patients avec de la fibromyalgie. Les critères d'exclusion, c'était évidemment d'avoir une contre-indication au propranolol. Donc ça, c'est certaines conditions de santé ou des médicaments qui peuvent interagir avec le propranolol. Et on excluait les patients qui avaient eu un changement récent dans la médication ou qui avaient un stress post-traumatique comorbide parce que ça pourrait être des facteurs de confusion. Pour l'intervention, on a suivi ce qui est fait en stress post-traumatique, donc 6 séances, 1 fois par semaine pendant 6 semaines. Au début de la séance, on donne le médicament, donc le placebo ou le propranolol, de façon orale. Ensuite, on attend 1 heure, le temps que le médicament soit absorbé. Et au bout de cette heure-là, on fait la réactivation. Donc, en stress post-traumatique, on demande aux patients de décrire l'événement traumatique en détail. En douleur chronique, là, on demandait plutôt aux patients de décrire des épisodes douloureux ou de visualiser des mouvements douloureux pour aller réactiver les connexions dans le système d'alarme de la douleur et les rendre vulnérables à l'effet du propranolol. Pour nos mesures de résultats, au niveau de la faisabilité, on s'intéressait à des choses comme le recrutement, l'adhérence aux séances, le suivi et la sécurité. Encore, quand on donne un médicament hors indication, c'est très important de documenter au niveau des événements indésirables. Et pour les mesures d'effet de l'intervention, c'était des questionnaires auto-rapportés sur les symptômes de fibromyalgie. Donc, des choses comme la fonction physique, la douleur, les symptômes de fibromyalgie, fonctions émotionnelles. Ces questionnaires-là étaient complétés avant l'intervention et 4 semaines après la dernière séance. Donc, ce que ça a donné, le recrutement n'a pas été facile. On a dû screener 112 participants pour recruter nos 24. Il y avait beaucoup d'engouement de la part des participants potentiels. Par contre, c'était au niveau des critères d'exclusion que ça a été plus difficile. On a dû exclure beaucoup de personnes. Mais on a réussi à recruter nos 24, donc moyenne d'âge de 50 ans. On a 4 personnes qui ont été exclues ou qui se sont retirées en cours d'études, 3 qui étaient dans le groupe contrôle et 1 dans le groupe expérimental.
Pour ce qui est des événements indésirables, ça a très bien été. On a eu des petites choses qui sont arrivées, mais tous des événements indésirables considérés comme mineurs, donc qui n'ont pas besoin de traitement, rien qui a inquiété le médecin de l'étude ou qui a mené à une exclusion. Et ce qu'on a noté, souvent, ça n'arrivait pas à chaque séance, donc il y a des patients qui avaient un événement indésirable après la 5e séance. Puis comme vous pouvez voir, il y en a eu à peu près autant dans le groupe contrôle, si c'est pas plus, donc ceux qui recevaient le placebo, que ceux qui recevaient le propranolol. Pour l'effet de l'intervention, on n'a pas fait d'analyse inférentielle, on n'avait pas la puissance statistique pour, puis c'était pas ça le but de l'étude. Donc je présente de façon descriptive. On a ici les changements chez chaque participant pour chacun des outils de mesure. Un score négatif indique une diminution des symptômes, donc une amélioration. Puis quand c'est en bas de la ligne verte, c'est une amélioration qui était cliniquement significative. Donc en orange, le groupe expérimental, en bleu, le groupe contrôle. On peut voir qu'il y a des petites tendances qui ont l'air de se dégager en faveur du groupe expérimental, entre autres au niveau de... Vous voyez ici? Non? Bon, celui en haut à gauche, la fonction physique. En bas, les symptômes de sensibilisation du système nerveux central. En bas à droite, la fonction émotionnelle. Donc, des choses qui vont devoir être explorées dans des plus grandes études. Évidemment, on ne peut rien conclure à ce stade-ci, mais c'était quand même intéressant à voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au niveau de la faisabilité, on est bien content d'avoir démontré la sécurité de l'intervention. On n'est pas du tout surpris. Ceux qui connaissent le propranolol ne devaient pas s'attendre à ce qu'on ait grands événements indésirables. Mais étant donné qu'on l'utilise hors indication, chez une population qui n'a pas de problème cardiovasculaire, c'est important d'aller documenter la sécurité. Critères de sélection vont clairement être à revoir pour augmenter la généralisabilité des résultats, la validité externe. Par contre, on n'est pas surpris ni inquiet de nos résultats. On avait fait le choix d'être très, très conservateur dans nos critères de sélection, puis d'ensuite ouvrir plutôt que l'inverse. Puis on a plusieurs endroits en tête là, où est-ce que ça va être possible d'élargir un petit peu, probablement en travaillant avec des médecins, mais on a du potentiel d'amélioration à ce niveau-là. Pour l'efficacité, évidemment, là, ça va prendre un essai clinique randomisé de grande envergure pour pouvoir conclure. On a des tendances assez prometteuses pour avoir le goût de se lancer, mais on ne peut rien conclure à ce stade-ci. Donc, pour les prochaines étapes, il va y avoir ces essais cliniques randomisés-là qui nous attendent. On aimerait faire d'autres études pilotes aussi chez d'autres populations qui ont de la douleur nociplastique, par exemple les douleurs musculo-squelettiques persistantes, les douleurs aux relations sexuelles, d'aller évaluer chez des patients qui ont un stress post-traumatique comorbide à la douleur chronique, parce que c'est eux qui seraient en théorie les plus susceptibles de répondre à l'intervention. Donc, d'autres populations qu'on aimerait explorer. Mais avant tout ça, on se dirige probablement en prochaine étape pour faire des études mécanistiques pour aller valider le mécanisme d'action, spécifiquement au niveau de la réactivation. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas tous les patients qui répondaient de la même façon à la réactivation. Il y en a qui avaient l'air de trouver ça plus facile d'une façon ou d'une autre. Puis on sait, avec la reconsolidation, que c'est absolument nécessaire de bien réactiver les connexions pour qu'elles soient vulnérables à l'effet du propranolol. Donc, on voudrait faire des études d'imagerie fonctionnelle pour essayer de valider c'est quoi les meilleures façons de faire cette réactivation-là, de voir est-ce qu'il y a des indices qui nous permettent de dire que la réactivation a bien fonctionné. Donc, quand les patients ils disent ressentir de la douleur, est-ce que ça veut dire qu'on a bien réactivé les connexions pour pouvoir faire l'intervention de la façon la plus optimale possible. Donc, c'est là que je me dirige pour mon postdoc, fait que je pourrais vous donner des nouvelles par rapport à ça dans 2-3 ans. Donc, merci à toute l'équipe, merci aux organismes subventionnaires, les IRSC qui me financent depuis 4 ans, et merci à tout le monde pour votre écoute.